Bonjour, bienvenue à tous dans notre émission Les propos de Picadelo. Nous accueillons aujourd'hui à nouveau Stéphane Bloco. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder à nouveau cette interview. Dans notre première interview, nous avions abordé les outils numériques comme objet de fascination pour les enfants. Nous souhaiterions aborder, comme vous l'avez d'ailleurs traité dans votre livre Le biberon numérique, la question de la fracture numérique générationnelle. On parle aujourd'hui de génération X, Y, Z, alpha, la prochaine peut-être encore. Connaît-on son nom ou est-ce qu'elle est déterminée ou pas? Quel est le rapport finalement de chaque génération vis-à-vis des outils numériques? Alors, c'est une question complexe, celle de la fracture, parce que on l'a traité longuement, la fracture numérique, comme étant au départ économique. Avec d'une part ceux qui ne pouvaient pas se payer des outils numériques parce que c'était cher et que c'était difficile d'accès et que les débits ne le permettaient pas. Et puis progressivement, cette fracture numérique s'est estompée, économique j'entends. Estompée, pas au sens de s'être complètement, d'avoir disparu, j'allais dire. Ça va se jouer cette fois-ci entre les pays qui peuvent avoir accès et ceux qui ne peuvent pas. Et progressivement, on a laissé place à une fracture générationnelle qui s'est installée en lieu et place, avec alors des écrits célèbres, c'est Mark Prensky, chercheur américain, qui la première fois a commencé à parler des digital natives, ceux qui sont nés avec le numérique, et puis il les opposait aux digital immigrants, comme il les appelait, ceux qui ont immigré vers le numérique. Alors, j'ai préféré, moi, parler de migration plutôt que d'immigration, parce que la migration, c'est souvent un process qui n'est pas choisi. Les parents ont été obligés d'aller vers le numérique. Il a fallu y aller. On ne nous a pas laissé le choix. Le numérique s'est imposé à nous. Les parents ont été obligés d'entrer dans la course, dans le mouvement du numérique, puisque le XXIe siècle, vous le voyez, est le siècle du numérique et de l'interactivité. Alors, les fameux natifs du numérique, eux, l'ont connu depuis le berceau. D'où d'ailleurs le titre du livre, puisque depuis des années, j'utilisais et je démarrais mes conférences en parlant d'enfants biberonnés au numérique. Et c'est comme ça qu'est né le titre. C'est effectivement il y a une différence à être né avec et à avoir connu après. On le parlait dans les gestes d'imitation, etc. Et dans l'idée de regarder ses parents faire. Les parents qui sont allés vers le numérique un peu tardivement n'ont pas eu cette éducation au berceau. Il a fallu apprendre ces gestes après. On a vu avec quelles difficultés pour certains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà des appellations X, Y, alpha, moi, je veux bien que les suivants, ce soient les bêta, si on continue, mais ça ne va pas plaire. Donc, on va trouver certainement un acronyme plus approprié. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que on va toujours être né avec un métro de retard. Et dire que demain, il n'y aura plus de gens qui seront nés sans, c'est une erreur. C'est simplement les outils qui vont changer et les générations d'outils. Il y aura ceux qui seront nés sans le casque virtuel et ceux qui seront nés avec un casque virtuel à la maison. Donc on crée déjà une seconde fracture, puisque la suite, ça sera très certainement l'immersion virtuelle tridimensionnelle, bien, puisque la tablette, quelque part, je ne vais pas dire que c'est has-been, mais presque. On a eu les générations tablettes, on aura les générations immersives avec leur lot de problèmes. Vous voyez, donc on sera toujours naissant, quelque part, cette nouvelle technologie, il faudra toujours aller vers. D'où le message du livre qui est de dire à aucun moment on ne peut stopper le process et se dire puisque je suis né avec, c'est bon. C'est une éducation perpétuelle, continue, permanente, l'éducation au numérique. Et ça, il faut que les parents l'entendent. Ils n'ont pas fait leur job une fois pour toutes en ayant acquis un outil ou acquis quelques compétences. C'est une forme de veille parentale numérique. De lutte sans exactement, fin. Une lutte sans fin et pas forcément une lutte. Le numérique n'est pas un ennemi pour les parents. Et c'est souvent, il est présenté comme ça. Il va falloir lutter contre. On peut aussi emporter son enfant vers des mouvements intéressants de développement avec le numérique. L'important, c'est dans quelles limites et dans quel cadre. Oui, puis comment se former en tant que parent à ces outils, à cette réalité virtuelle qui évolue tellement vite? Comment se former? Comment raccrocher un peu les wagons
Oui, tu as raison. Pardon, parce que pour mieux gérer, pour mieux accompagner, il faut connaître. Les espaces de formation sont effectivement trop rares et il y a beaucoup d'auto-formation. On va s'acheter l'outil et puis essayer de voir un peu ce qu'on peut en faire. Il y a peu d'accompagnement. Oui. Regardez bien, des plateformes qui proposent de l'accompagnement, de la découverte pour les parents, de l'éducation au virtuel. Il y en a peu. On va vous apprendre à se former à la technicité, mais pas forcément aux enjeux. Finalement. Exactement, aux enjeux éducatifs, d'où l'engouement pour les conférenciers ou les conférences qui traitent un peu de ces sujets. Il ne faut pas confondre éduquer au numérique, c'est-à-dire à la technicité du numérique, je sais me servir d'eux, et éduquer au virtuel, c'est-à-dire quelles sont les incidences dans la construction identitaire de mon enfant, de ces outils que je lui mets à disposition. Puisqu'il ne faut, là encore, pas oublier que les enfants, ils utilisent uniquement ce qu'on leur donne. Donc ce sont les parents qui, avant tout, sont les acteurs principaux, les prescripteurs principaux. Ce sont eux qui vont mettre à disposition des enfants les outils avec la responsabilité qui va avec. Tout à fait. Oui, et puis quels sont les enjeux, même en termes de santé, on parle vraiment, ça peut aller même jusque-là, on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir une incidence sur la santé mentale, psychologique de nos enfants face aux écrans? Moi, je suis fasciné par la demande des parents qui sont en conférence notamment, tous obsédés par l'idée de trouver des freins, des barrières, des remédiations, des outils pour lutter contre des outils qu'ils ont eux-mêmes placés dans les mains de leurs enfants. C'est incroyable. Mais alors, vous n'avez pas de solution ? Mais comment pourrait-on interdire ? Mais c'est vous qui avez en premier lieu autorisé. Donc vous souhaitez avoir des conseils pour interdire des produits que vous avez placés trop tôt, de manière prématurée, dans les mains des enfants. C'est quand même... Peut-être pendant que les parents ne mesurent pas cette fascination, comme vous dites, et ensuite ils ne la maîtrisent pas. Peut-être qu'on peut se dire en tant que parent, voilà, on propose ça, mais ce sera dans un temps limité, etc., qu'on va gérer. Et puis finalement, ça devient plus compliqué que ça. Le principe de l'outil numérique, c'est qu'il va grignoter la moindre portion de temps libre disponible. Oui. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il est censé être là pour une tâche qui va vous aider. Et c'est le principe pour l'adulte. Et normalement, vous déchargez d'un certain nombre de contraintes, puisque ça a été le discours de la libération par le numérique. Vous allez gagner du temps. Oui, vous gagnez du temps effectivement sur des tâches répétitives, mais vous serez l'objet, alors on appelle ça la réification, c'est mon collègue Renaud Etier, qui est professeur en sciences de l'éducation, qui lui parle beaucoup de cette réification. Vous devenez la chose de vos choses. Donc vous allez être l'esclave de tous les engins à mettre à jour à la maison, de la tablette numérique pour enfants de 3 à 6 ans, etc., qu'il va falloir mettre à jour, de votre GPS qui va réclamer des nouvelles cartes, de votre téléphone ou de votre ordinateur qui va demander des nouvelles versions en permanence. Donc vous voyez que cet outil, qui au départ est là pour libérer la parentalité, pour l'aider, pour l'épauler, pour l'accompagner, va finalement devenir une énorme contrainte in fine et un gouffre spatio-temporel en utilisant un temps que vous n'avez plus pour être disponible auprès de vos enfants, finalement. Tout à fait. Et eux-mêmes ne le sont plus face aux écrans. Ils ne savent plus s'ennuyer, nos enfants, aujourd'hui. L'ennui. Quel gros mot vous venez de prononcer. Non, c'est interdit de s'ennuyer. Il est interdit de s'ennuyer. Si bénéfique pourtant. Il est interdit de s'ennuyer. Et les adultes montrent aussi qu'il est interdit de s'ennuyer, puisque les enfants constatent qu'au moindre arrébus, tous les parents se jettent sur Candy Crush pour pianoter sur un écran. L'écran, c'est l'outil anti-ennui. Voilà, c'est très clair. On n'a plus le droit de s'ennuyer, on n'a plus le droit de regarder l'autre, on n'a plus le droit d'attendre le bus en pensant. À quoi ? En rêvant. À rien peut-être. Voilà. Mais ce rien est constructif, on le sait. Il est même nécessaire, il est vital. Ces pauses de notre esprit à ne rien faire sont vraiment des espaces très fertiles en fait pour tout un tas d'autres choses. Donc on ne peut plus s'ennuyer, c'est incompatible avec la vie moderne numérique en tout cas. C'est l'outil de la perfection et l'outil du remplissage.
le numérique. Ça remplit tout ce que ça trouve et ça doit être parfait en plus. Donc ça ne supporte pas l'imperfection et ça ne supporte pas le vide, le numérique. Or, eh bien justement, éduquer un enfant, ça se fera certainement avec des imperfections. Voilà, quel est le parent qui peut dire qu'il a élevé parfaitement ses enfants? Et puis avec aussi du vide, puisqu'il y a des moments où on ne peut pas être à 100% disponible pour ses enfants. Et tant mieux, puisque c'est ça, dans ces espaces-là que l'enfant va construire sa propre identité et définir ses propres besoins, pas quand vous aurez forgé ceux que vous pensez être bons pour lui. Oui. Ça, c'est une autre phase de sa construction. Merci bien pour cette interview, c'était fort intéressant cette histoire de génération, là, de décalage aussi, voilà, entre parents et enfants. Merci, j'espère qu'ils trouveront justement de quoi s'accorder. Oui, voilà, c'est exactement. De réduire cette fracture, bien sûr. Et à mon avis, c'est un vaste défi. Oui, ok. Merci. Voilà, vous pouvez retrouver cette interview sur www.picadelo.com. En attendant, continuez de partager de bons moments avec vos enfants. À bientôt.